Bonjour à toutes et à tous, la Coupe du Monde 2026 bat son plein. Alors avec Diamedia, on a mis les petits plats dans les grands pour vous offrir notre tout premier vidéocast. Dans ce format inédit, nous aborderons la face cachée du plus gros événement sportif au monde. Et pour ce faire, on se retrouve confortablement installé en compagnie d'Anaïs Escudero Voilà. et de Louis Régnier. Bonjour. Pour commencer, Louis, est-ce que tu peux nous poser le décor de cette Coupe du Monde 2026 ? Bien sûr. Alors pour la première fois de l'histoire, 3 pays accueillent la Coupe du Monde ensemble. Les États-Unis, le Canada et le Mexique. À eux 3, ils représentent 16 stades différents. 11 aux USA, 2 au Canada et 3 au Mexique. C'est seulement la deuxième fois dans toute l'histoire que plusieurs pays se partagent l'accueil d'une Coupe du Monde, après l'édition 2002 qui était donc partagée entre le Japon et la Corée du Sud. Parmi les innovations, on retrouve le passage de 32 à 48 nations. Cela amène les 16e de finale et également un total de 104 matchs, un record dans la compétition. Parmi les records, on retrouve également le fait que le Mexique accueille la Coupe du Monde pour la 3e fois, tandis que les USA l'accueillent pour la 2e fois, et c'est la première fois que le Canada participe à son organisation. Le Mexique devient donc le pays à l'avoir le plus accueilli. Tu nous parlais du volet sportif, mais on entend aussi parler de cette Coupe du Monde pour d'autres raisons que ce qui se passe exclusivement sur le terrain. Oui, il y a réellement des boycotts des côtés des spectateurs, mais pour plusieurs raisons, et notamment pour le non-respect des droits de l'homme, les volontés de sécurité plus dures que d'habitude, l'inclusivité dans les terrains, entre autres. Plein de facteurs qui expliquent évidemment cette large polémique autour de la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, on va s'intéresser spécifiquement aux moins médiatisés d'entre eux, avec la question du boycott notamment et des avis politiques. On enchaînera avec les manifestations et les mouvements collectifs au Mexique, que ce soit avant mais aussi pendant la Coupe du Monde. Ensuite, le cas de Thomas Partey, ce footballeur ghanéen accusé de viol. On enchaînera avec la polémique autour du Pride Match qui opposait l'Égypte à l'Iran. Ensuite, les risques de dénaturation du football en raison d'innovations influencées par les standards américains avec les pauses fraîcheur. Enfin, on abordera la notion du sport washing qui est le blanchissement par le sport et on finira avec le gigantisme géographique qu'occasionne cette Coupe du Monde avec à la fois une barrière financière et surtout un désastre écologique. Alors, on a déjà évoqué la question du boycott dans l'introduction. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte celui-ci est arrivé ? Bien sûr. Alors ici, on va se concentrer sur 2 pays, l'Allemagne et la Belgique. Du côté de l'Allemagne, la Fédération allemande de football a expliqué qu'elle avait sérieusement envisagé un boycott suite à différentes décisions prises par le président états-unien Donald Trump concernant la police ICE ou encore le Groenland. Du côté de la Belgique, la ministre des Sports, Jacqueline Galland, s'est exprimée au micro de Sudinfo, expliquant qu'il fallait dissocier le sport de la politique et qu'un boycott de la Coupe du Monde n'était pas à l'ordre du jour. Est-ce que par contre du côté citoyen, est-ce que là il y a vraiment une sorte de vague de contestation ? Oui, on a notamment des mouvements et des manifestations au Mexique, et surtout par un collectif qui s'appelle Luz de Esperanza à Guadalajara, dont je vais parler plus tard. Donc, ils ont profité de cette vitrine médiatique, de cette concentration d'attention qui s'ouvre au Mexique grâce à qu'il accueille la Coupe du Monde. Et c'est une opportunité pour visibiliser les problèmes, notamment des disparus au Mexique. Et les registres nationaux et des personnes disparues et non localisées nous dit qu'il y a un total environnement de 400 000 personnes disparues. Les personnes non localisées sont 135 000 et qui révèlent les 33,48% des chiffres entre 1952 et 2026, donc c'est énorme. C'est pour ça que les manifestants au Mexique révèlent que malgré qu'ils accueillent la Coupe du Monde, les plus importants, c'est toujours les citoyens. Depuis un an, la municipalité a commencé un nettoyage dans les rues, et un nettoyage des fresques des disparus. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui ont surgi, et notamment de la part des étudiants qui ont créé des modèles 3D de la ville et avec ces fresques, avec les murales pour voir comment c'était la ville avant ce nettoyage pour la Coupe du Monde. Et les résultats, on verra après. Mais donc, il y a cette collectif à Guadalajara qui s'appelle Luz de Esperanza qui a aussi fait une campagne de conscientisation très intéressante. Il s'agit d'un album. Vous voyez l'album Panini. Et maintenant, c'est le même album, mais avec les photos des disparus.
Ces sortes de campagnes de conscientisation, je trouve qu'elles sont très importantes pour nous rappeler que les gens ne sont pas que des chiffres, ne sont pas que des photos aussi dans la rue, mais sont aussi des personnes avec des familles. Ces familles les attendent à la maison. Voilà. On a donc bien compris que la Coupe du Monde avait vraiment un rôle de vitrine internationale. On le rappelle, c'est l'événement sportif le plus regardé au monde. Dans ce contexte, certaines personnes critiquent justement le fait que certains joueurs accusés de viol puissent malgré tout concourir. On pense à Achraf Hakimi, le joueur marocain, mais aussi au joueur ghanéen Thomas Partey. Tout à fait. Alors le cas de Thomas Partey est assez particulier. Il a vu son visa être refusé par les autorités canadiennes suite aux inculpations pour viol qui vont à son encontre à Londres de la période où il jouait en tant que joueur d'Arsenal. Le Ghana a fait appel de cette décision, mais le recours a été rejeté par la Cour fédérale du Canada. Thomas Partey a dès lors manqué le match d'ouverture de son pays contre le Panama, qui se jouait sur le sol canadien, mais il a pu participer aux 2 autres rencontres qui, elles, se jouaient aux États-Unis. Il s'agit certes d'une question d'un point de vue juridique, mais également au niveau sportif, étant donné que le Ghana va jouer son 16e de finale sur le sol états-unien, ce qui n'aurait pas été le cas si le Ghana avait terminé premier de sa poule. Pour rappel, l'équipe a terminé 3e. Dès lors, certains se questionnent sur la concordance de cette décision entre les 3 pays et se questionnent également suite au fait qu'une organisation à plusieurs pays va se reproduire à l'occasion de la Coupe du Monde 2030 qui sera accueillie par l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Merci Louis pour ces précisions. Pour rester sur les polémiques, comment ne pas évoquer le Pride Match qui a opposé l'Égypte à l'Iran, ce qui s'est tenu à Seattle. À quel point est-ce que cette initiative a résonné dans le monde du football, mais aussi en dehors? Oui, c'était une grande polémique en effet parce que c'était une initiative du comité d'organisation de Seattle. Et donc, les Pride Match, c'était une coïncidence avec les matchs de l'Égypte et l'Iran. On veut bien se souvenir que l'Égypte et l'Iran sont des pays qui ont des problèmes avec les personnes LGBTQ+. Et notamment en Égypte, les personnes queer ne sont pas protégées par la loi. Et en fait, elles sont persécutées. Et l'Iran, les relations sexuelles entre les personnes du même sexe sont considérées comme des crimes capitaux et passibles de la peine de mort. Et donc, l'accueil s'était fort rejeté et donc la grande polémique. Il y avait des plaintes officielles. Les directeurs techniques ne se sont pas exprimés par rapport au sujet. Mais aussi, on a les problèmes du côté que Infantino, il prend de la distance publiquement. Il dit les Pride Match, il n'y a pas dans la Coupe du Monde, c'était juste une pure et coïncidence. Donc voilà, il n'y a pas de match de la fierté. Et on se sent beaucoup aussi sur l'Iran et l'Égypte, mais il faut se rappeler qu'il y a 11 pays qui jouent maintenant à la Coupe du Monde, qui maintiennent des lois de criminalisation contre les homosexuels. Donc voilà, on doit bien avoir ça en tête. Aussi, avec cette cas, on se rappelle de la phrase « Jusqu'où vont les promesses de l'espoir tant qu'utiles des transformations sociales ?» Parce que saviez-vous que dans toute l'histoire de la Coupe du Monde masculine, il n'y a jamais eu un joueur ouvertement LGBTQ+. Non, je ne savais pas. Voilà. Et voilà l'importance de garder et maintenir ces initiatives. Tout à fait. Pour rester sur le côté football uniquement, on ne peut pas s'empêcher de parler des pauses fraîcheurs, Louis. Ces pauses qui peuvent nous frustrer devant notre télévision, mais qui sont là pour l'hydratation des joueurs, mais aussi, on le sait, pour faire passer des annonces publicitaires. Oui, bien sûr, et elles font l'objet de nombreuses critiques. On leur reproche par exemple de dénaturer le football. Et quelqu'un de très connu, Jürgen Klopp, ancien entraîneur de Liverpool, entre autres, et désormais directeur du football pour Red Bull, s'est insurgé en fait de cette innovation. Il explique, je cite, « Un match de Coupe du Monde devrait couler comme une rivière. Au lieu de cela, nous construisons des barrages en plein milieu pour que les publicités puissent passer. C'est dangereux pour l'esprit du jeu. Le football était autrefois l'événement principal, mais il risque désormais de devenir la musique de fond d'un spectacle publicitaire. » On l'a bien compris, il y a pas mal de critiques qui circulent, mais est-ce qu'au moins sur le niveau typiquement football, il y a des points positifs dans cette Coupe du Monde 2026 ? Oui, bien sûr, on peut en évoquer 2. Tout d'abord, le fait qu'il y a toujours la volonté de fluidifier le jeu, d'avoir plus de temps effectif, moins de temps sans jouer, où des joueurs resteraient par exemple au sol. Ici, on essaye toujours de fluidifier le jeu, comme je l'ai dit. Ensuite, il y a une innovation importante dont on n'a pas encore parlé. Il s'agit du fait que lorsqu'un joueur met sa main devant sa bouche, eh bien, il va recevoir un carton rouge.
Cela arrive suite à l'altercation qui a eu lieu lors des derniers mois entre le joueur du Benfica Lisbonne Prestiani et le joueur du Real Madrid Vinicius Junior, où le premier a été accusé d'avoir proféré des insultes racistes envers le second et de s'être caché la main devant la bouche, empêchant la lecture babiale. Dès lors, un carton rouge va, comme je l'ai dit, être donné à un joueur qui effectuerait une telle action. L'idée est toujours d'éviter quelques propos discriminatoires ou antisportifs. C'est déjà arrivé d'ailleurs dans cette Coupe du Monde 2026. Bien sûr, plusieurs fois, avec Almiron par exemple en phase de poule, le joueur paraguayen, mais également Hincapié, le joueur équatorien lors des 16e de finale contre le Mexique. Voilà qui nous donne en tout cas de belles perspectives au niveau sportif. Louis, malgré tout, faut-il le rappeler, ce niveau sportif reste influencé par le niveau politique. On peut notamment parler de sport washing, le blanchiment par le sport, c'est-à-dire qu'on utilise le sport pour améliorer sa réputation et détourner l'attention des critiques qui peuvent être liées aux droits de l'homme ou aussi à l'environnement ou à d'autres actions controversées. Dans le cadre strict de cette Coupe du Monde, quelles sont les actions dont on chercherait à nous faire détourner l'attention, Anaïs ? Je vais soulever que c'est les premières Coupes du Monde où on est doté d'un cadre contraignant sur les droits humains dans les différentes villes d'hôtes. Et ça, c'est très important à avoir en compte parce que c'est les plans d'action qui vont protéger les travailleurs, les gens, les fans, etc. Malgré ce cadre, on est témoin des plans de contradiction. D'abord, on va parler des alignements de la FIFA et de Trump. Déjà en 2025, fin 2025, la FIFA a remis les prix de la paix à Trump, et malgré ses politiques migratoires sévères, alors que les valeurs de la FIFA sont totalement différentes. C'est protéger contre les racismes, c'est lutter contre différentes formes de discrimination, etc. Donc, en plus, comme tu as déjà très bien soulevé, Oscar, il y a plusieurs actions et stratégies politiques et des choix commerciaux de la part des FIFA pour détourner l'attention, notamment des violations des droits de l'homme qu'il y a dans les États-Unis. Et dans les politiques migratoires américaines, les violences policières et encore plus. Donc, saturer l'espace médiatique, c'est très grand et très important. Promouvoir les soft power à l'américaine, qui met les rêves américains en avance. Et finalement, montrer l'Amérique ou les États-Unis comme progressiste. C'est pour neutraliser la critique externe, en fait. Et néanmoins, des différentes campagnes comme Ice Out of the Cup ont gagné de la visibilisation, malgré les différentes actions répréhensibles. Ice Out of the Cup se centre sur la trêve ils ont essayé Human Rights Watch and Sports and Rights Alliance avec Trump, notamment les États-Unis, où il y avait l'engagement public des responsables fédéraux américains à s'abstenir d'opérations de contrôle de l'immigration lors de tous les événements pendant qu'il y avait la Coupe du Monde. Voilà, donc ces différentes organisations exigent que les organismes sportifs mondiaux protègent les droits humains et des travailleurs. Et comme tu as bien parlé déjà, les sport washing, c'est une chose très grande ici parce que c'est blanchir l'image publique des pays qui violent les droits de l'homme et qui a place beaucoup dans cette Coupe du Monde. On peut également ajouter que Football Supporters Europe, qui représente des millions de supporters, a exprimé des préoccupations graves face à un potentiel déploiement de l'ICE à la Coupe du Monde, malgré l'assurance de la FIFA que les supporters seront en sécurité. Dans différentes communautés, comme par exemple les communautés hispaniques ou haïtiennes, on redoute des arrestations, voire des expulsions. Tu l'as bien dit, lui. En effet, il y a un cas particulier l'année passée dans les mêmes stades de New Jersey où il va y avoir 8 matchs et aussi les dernières. Et du coup, l'année passée, un père de famille était dans une zone des fans pour filmer avec un drone. Il était avec sa famille, ils étaient tranquilles et tout ça. Et après, il était arrêté par l'ICE. Ça, c'était une situation qui a alerté les autres personnes, malgré que c'était l'année passée. Donc, cette année, les stadiums vont faire beaucoup de matchs et tout ça. Les gens ont peur. Et déjà, son témoignage sert comme avertissement direct.
Aussi, l'AIS aussi, il faut le remarquer, il est présent dans toutes les villes hautes. Et même s'ils ont fait cette sorte de trêve, même s'ils ont affirmé qu'ils n'agiraient pas dans les stades et dans les zones officielles des fans, et les gens ont peur. Et il y a une travel advisory qui a été mise en place par différentes organisations comme Amnesty International et qui défendent les droits de l'homme et tout. Ils ont alerté les gens de faire attention à ça. Donc oui, les terrains de football nous rappellent à chaque fois qu'il s'agit aussi d'un terrain politique. On les voit aussi avec les joueurs de l'Iran parce que les joueurs iraniens reçoivent leur visa 10 jours avant leur premier match, et à différent de tous les autres joueurs de la Coupe du Monde. Donc ça perturbe aussi sa préparation physique et mentale. Et l'équipe aussi a été affectée parce que tout son staff administratif, technique, même les présidents de la fédération iranienne, ils ont vu que sa visa a été refusée et il y a beaucoup de changements dans son organisation. Et aussi, il y avait l'interdiction de résider aux États-Unis dans les camps de base des joueurs iraniens étaient au Mexique, à Tijuana. Donc voilà, ils avaient l'autorisation d'entrer dans les territoires 24 heures avant son match et ils devaient partir immédiatement après. Après, il y a eu une plainte auprès de FIFA et maintenant ils peuvent faire 48 heures avant leur match, mais vous voyez, c'est toujours inégal. Tout à fait. Précisons tout de même que ce n'est pas la première Coupe du Monde qui fait l'objet de vives critiques. On peut penser au Brésil en 2014, à la Russie en 2018 et enfin évidemment le Qatar en 2022. Cette Coupe du Monde-là, au Qatar, fut marquée par la dénonciation de nombreux morts sur les chantiers et aussi du non-respect flagrant des droits humains. Mais bon, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher au Qatar, c'était la proximité géographique. Oui, tout à fait. Au Qatar, l'ensemble des stades se retrouvait dans un rayon de 50 km, plus ou moins. On parle de 54 à 55 km en fonction des sources. Également, les personnes avaient l'occasion de prendre des métros qui étaient parfois gratuits et de loger principalement toujours dans le même hôtel. En Russie, l'ensemble de la compétition se retrouvait dans l'ouest des montagnes de l'Oural, donc c'est la zone qui correspond à la Russie européenne. Ici, ce n'est pas le cas. En 2026, l'ensemble des stades sont très éloignés. En effet, la Coupe du Monde s'étend, comme on l'a dit, sur 3 pays, avec 4 fuseaux horaires différents, c'est quand même assez important. Et un supporter peut devoir suivre, enfin s'il le souhaite, son équipe de Vancouver jusqu'à Miami, donc sur plus de 4500 km. L'avion devient indispensable et ça a un impact écologique. Exactement, lui en plus, cette Coupe du Monde, avec les déplacements en avion, et on sait qu'il y a les 3 pays hosts, peut-être qu'il s'agit de la Coupe du Monde la plus polluante, même de l'événement sportif les plus polluantes de l'histoire. Pourquoi? Ils ont annoncé la Coupe du Monde la plus verte en fait, c'est contradictoire, et ils ont annoncé qu'ils allaient faire environ 3,6 millions de tonnes d'émissions de CO2. Et voilà, finalement, il s'agit de la plus polluante avec des estimations de 7,8 à 9 millions de tonnes d'émissions de CO2. Donc voilà. Et la cause principale, c'est cette distribution des pays, c'est les déplacements en avion. Tout à fait, Anaïs. Pour illustrer ceci, je vous propose ces chiffres de la BBC. Gianni Infantino, donc le président de la FIFA, a passé 66 heures dans les airs et parcouru 50 122 km en seulement 17 jours. Son empreinte carbone sur cette période serait équivalente à celle de 78 personnes au cours d'une année complète. Et au-delà de cette consommation excessive, il y a aussi un contraste réel avec les supporters de la Coupe du Monde qui peinent à supporter les coûts à la fois de déplacement mais aussi des billets pour assister au match. En effet, on a parlé des conséquences écologiques, mais un autre domaine est fortement impacté, les conséquences financières, le domaine financier, avec les coûts d'hébergement qui ont totalement flambé en fait. Il y a une sorte de choc frontal entre le modèle économique ultralibéral nord-américain et les pratiques habituelles des grands événements sportifs. Habituellement, durant les Coupes du Monde, des mesures locales sont mises en place pour limiter les hausses tarifaires. Cependant, cette fois-ci, pratiquement aucune régulation des prix hôteliers n'ont été mises en place, une nouvelle fois, dans les grandes villes, dans les villes hautes nord-américaines.
Cela va mener au fait que les établissements vont pouvoir mettre en place leur propre système de tarification dynamique en tenant compte de l'offre et de la demande. Pour comprendre ce secteur, il faut évoquer deux notions importantes, le revenue management ou gestion des moyens et le dynamic pricing ou tarification dynamique, on en a déjà un peu parlé. Concrètement, il s'agit du fait que les algorithmes vont ajuster la tarification en temps réel en tenant compte de l'occupation, en tenant compte également du rythme des réservations ou encore du pic des demandes. Dès l'arrivée du calendrier des matchs, les prix ont flambé dans certaines villes hautes. Lighthouse Intelligence met en lumière le fait que certaines villes ont vu les prix exploser, comme je l'ai dit, avec plus de 14% en plus, passant de 439 $ par nuit à 499. C'est déjà colossal. On peut également évoquer la location de courte durée, qui n'a pas joué son rôle de soupape de sécurité, et cela pour différentes raisons en fonction des villes. À New York, par exemple, une réglementation datant de 2023, le Local Law Act, ou loi sur l'enregistrement des locations de courte durée, instaure le fait qu'il est interdit de louer son bien pour une durée de 30 jours sans que l'hôte ne soit présent. L'offre légale est donc extrêmement réduite et cela va amener les prix une nouvelle fois à augmenter. Une fois cela dit, on pourrait imaginer que se loger en grande périphérie serait une solution, cependant ce n'est pas le cas. Et cela suite à la morphologie des agglomérations états-uniennes, qui sont construites de sorte à ce que la voiture et l'automobile soient absolument vitales. Dès lors, les personnes qui habitent en périphérie vont devenir extrêmement dépendantes des moyens de transport et les prix vont également grandement augmenter les jours de match. En bref, certaines personnes dénoncent une sorte de barrière financière systémique qui va restreindre les supporters durant cette Coupe du Monde et sur le continent nord-américain. Voilà qui close ce vidéocast. Merci à vous Anaïs et Louis pour ces échanges et à Elisa Savidis à la technique. Aujourd'hui on parlait Coupe du Monde et vous l'aurez compris, tout n'est pas toujours tout rose dans le monde du ballon rond. On espère que ce nouveau format vous aura plu et sur ce, Ciao. Dia Media.